Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, encore 30 minutes de foot tous ensemble pour cette édition du lundi soir, maintenant dorénavant pendant la trêve on va dire, même si c'est pas vraiment la trêve pour les internationaux, mais effectivement pendant la trêve je ferai une émission que le lundi soir, donc voilà, merci d'être là, au JCRM, donc... t'as changé de pseudo Forza Youth, pas de problème. Donc voilà, je comprends, hein, avec Allegri, ça doit pas être facile tous les jours à porter. Donc voilà, non, c'est une petite blague. Hein. On se chambre entre Milanisti et Juventini, c'est normal. Donc voilà. En tous les cas, ça me fait plaisir que vous soyez là, dans le chat. Et ce soir, on va aborder un petit peu la valse des entraîneurs déjà. Hein, parce que effectivement, Luis Enrique, Fonseca, Ancelotti, tout ça, on a eu énormément de nouvelles ces derniers jours. D'ailleurs, hein, c'est même pas cette semaine, c'est vraiment ce week-end là que ça a bougé, et même aujourd'hui, en l'occurrence pour Ancelotti. Donc, on va revenir un petit peu dessus. On va parler un petit peu du mercato, voir un petit peu quelles sont les directions que prennent différents clubs qui ont déjà été actifs. Alors pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas d'énormes mouvements, mais quand même on commence à voir ébaucher certaines choses, en particulier au Real, au PSG, au Bayern aussi dans une certaine mesure. Donc voilà. Et puis enfin, on va faire un petit point Ballon d'Or parce que j'aime pas trop le Ballon d'Or, mais je voulais en parler. Parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que Erling Haaland va être Ballon d'Or, et donc je vais essayer de donner mon avis là-dessus. Donc voilà. Voilà, écoutez, on va commencer tout simplement par la valse des entraîneurs. Et effectivement, ça commence par Luis Enrique au Paris Saint-Germain. C'est fait, quasi fait. Il n'y a pas eu là encore la signature, mais a priori, les décideurs à Doha ont décidé que c'était Luis Enrique. Ça va dans le sens de plein de choses au Paris Saint-Germain. Si je dois donner mon avis sur Luis Enrique, déjà il est hispanophone. C'est assez important en fait dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, bizarrement, mais c'est comme ça, pour de vrai. Donc voilà. Ensuite, il a l'expérience d'avoir gagné une Ligue des Champions, c'est important. Déjà, hein, depuis Ancelotti, ça n'avait pas été le cas. Il n'y a pas eu de support d'entraîneur qui avait déjà gagné la Ligue des Champions, qui avait été entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc Ancelotti, c'était vraiment le tout premier entraîneur de l'ère qatari. Hein. Alors, sachant que je ne compte pas Camboire comme étant un entraîneur de l'ère qatari, vu qu'il n'avait pas été sélectionné par le Qatar. Donc voilà. Ouais, alors je rigole parce que dans les commentaires, il y a marqué donc après avoir pris le joueur de la remontada, en l'occurrence Neymar, place au coach de la remontada. Effectivement, comme ça ils auront tout fait, ils auront bouclé la boucle, c'est vrai, ça c'est absolument vrai. Mais justement, en parlant de joueurs de la remontada, Luis Enrique, a priori, d'après ce que j'ai pu lire, écouter, entendre, etc., a une bonne relation avec Neymar. Donc ça aussi, ça peut faciliter peut-être pas l'intégration de Luis Enrique parce qu'il s'en fout comme de sa première chemise, je vais vous en parler un petit peu après, mais effectivement, en revanche, ça peut faciliter le fait que Neymar peut-être soit plus motivé par le projet parisien grâce à Luis Enrique, parce que je crois qu'ils ont une plutôt bonne relation, et Luis Enrique a énormément de personnalité. Alors ça, justement, c'est le deuxième point qui peut faire en sorte que c'est très intéressant pour le Paris Saint-Germain, c'est que Luis Enrique est le boss. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Même, on l'a vu avec la sélection espagnole, lui, en fait, c'est ni Dieu ni maître. Hein. Il fait exactement ce qu'il a envie de faire. En l'occurrence, je vous dis ça, pourquoi ? Parce que avec la sélection espagnole, il avait décidé de ne pas vraiment répondre aux interviews de conférences de presse, mais de plutôt répondre directement aux supporters via une chaîne Twitch, en l'occurrence. Hein. Et c'est ce qu'il faisait tous les soirs de match, où
les lendemains de match ou les veilles de match, bah, il animait son petit Twitch exactement comme je suis en train de le faire. Alors, un petit peu mieux, parce qu'il y avait un petit peu plus de production. Mais oui, effectivement, il animait son petit question-réponse avec les supporters. Et d'ailleurs, ça avait vraiment déplu à la fédération espagnole. C'est aussi pour ça qu'il s'est fait virer, parce que finalement, son bilan avec la fédération espagnole était plutôt pas mal, vu que, ok, bon, il s'est fait sortir en huitième de finale là, par le Maroc, donc ça c'était plutôt une contre-performance, avec tous mes respects pour le Maroc, mais c'est quand même une contre-performance. Je sais pas, hein, on verra bien, hein, mais j'ai pas l'impression que le Maroc ait une génération de dingue. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire un commando pendant une compétition, et c'était très très bien, franchement c'était génial. Mais en l'occurrence, c'est vrai que je pense pas que ce soit une grande équipe le Maroc. Je pense que c'est une bonne équipe qui a surperformé pendant une compétition. On verra, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais voilà. Alors, juste, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Bientôt, ils vont jouer au Camp Nou, le PSG. Oui, c'est possible, hein. Le joueur, l'entraîneur, peut-être le stade. Surtout qu'il cherche à déménager, hein. Donc, voilà. C'est sûr que lui, les critiques, il s'en tape complètement. Il est sûr de son fait. Génération Moyen-Orient pour le Maroc, mort de rire. Ouais, effectivement. Bon. En tous les cas, si on revient sur il est sûr de son fait, les critiques, il s'en tape complètement. Absolument. Et ça a un avantage, c'est que effectivement, lui, il va prendre des décisions dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, et peu importe les envies de Doha, les envies de Nasser, les envies du gardien du stade, les envies de... Alors, attention, hein, parce que le gardien du stade au Paris Saint-Germain a énormément d'influence, hein. Le gars qui fermait le terrain de tennis quand Nasser jouait au tennis, etc. Bref, tous ces gens-là là, qui ont beaucoup d'influence dans le microcosme parisien, en l'occurrence, lui, il s'en contrefou. Donc, s'il doit mettre Neymar, Mbappé, et puis il y aura plus Messi, mais en tous les cas, Neymar, Mbappé sur le banc pour faire jouer je sais pas qui, et Kitike, et puis je sais pas qui, parce qu'il estime que Neymar et Mbappé sont pas au niveau physique ou dans l'implication, il le fera. Il en a rien à foutre. Le seul truc qui pourrait être un petit peu dangereux avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, si effectivement toute la cour de Nasser et le fait que les décisions soient prises très très loin du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à Doha, les décisions essentielles, il est bien possible qu'il claque la porte au bout d'un mois ou deux. Si déjà le mercato se passe pas comme prévu, parce que lui, il a quand même des idées de jeu assez, pas arrêtées, mais très précises sur ce qu'il veut faire et ce qu'il veut pas faire, sachant que c'est pas vraiment un dogmatique non plus, Enrique, mais il aime le jeu de possession, ça c'est sûr. Après, en même temps, avec l'Espagne, moi j'ai tensé plusieurs fois l'Espagne ici, l'Espagne de Luis Enrique, ici à dire que c'était vraiment une équipe là c'était ultra soporifique. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce que devant, en Espagne, il n'y a absolument aucun talent. Il y a zéro talent, mais que dalle. Au milieu de terrain, il y a 2-3 tripoteurs de ballon. Derrière, ils ont été obligés de faire du recyclage avec Laporte et le Normand. Donc ça veut donc dire qu'il n'y a pas grand-chose. Hier soir, il y avait donc Laporte, le Normand, hein, qui sont donc pas espagnols. Et à gauche, vous aviez Jordi Alba, et à droite, Carvajal. Donc on peut considérer que c'est pas non plus une génération dorée, hein, qu'il y a à l'heure actuelle à l'Espagne, hein, parce que ça veut dire que vous avez une charnière centrale où il y a des gars qui étaient titulaires en 2008 et 2 personnes qui sont même pas espagnoles. Et au milieu de terrain encore, bon, ça va, il y avait que des Espagnols. Et devant, vous avez vraiment vraiment des joueurs lambda, quoi. Enfin, je veux dire... Et c'est pour ça que l'Espagne avait cette espèce de jeu de possession un petit peu stérile. Le Paris Saint-Germain, c'est pas du tout ça. Quand vous avez Mbappé dans votre équipe, le jeu de Luis Enrique avec Mbappé dans l'équipe, ça peut être déjà dévastateur. Et probablement que s'il rajoute les Kolo Muani, les Neymar en forme peut-être, va savoir, en tous les cas en forme au moins 2 semaines, peut-être 3 semaines dans la saison, on sait jamais. Et puis si elles sont bien placées comme lorsqu'ils avaient fait le Final 8, on sait jamais, hein, tu peux gagner une Ligue des Champions avec Neymar, hein, s'il est en forme les 3 semaines où ça compte. Donc voilà. Mais il va jouer comment selon toi, en 4-3-3 ou autre ? Alors,
Lui, c'est vrai qu'il a un espèce de 4-3-3, pas immuable, mais presque, c'est-à-dire il a beaucoup joué comme ça. Mais déjà, je pense que il va s'adapter parce que l'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas forcément bâti pour un 4-3-3. Parce que ça voudrait dire que vous avez trois offensifs qui peuvent être remplacés et qui sont performants. C'est-à-dire les trois remplaçants des trois de devant, bah, en fait, il n'y en a pas vraiment. Neymar sur un côté, c'est pas terrible. Mbappé sur un côté, il aime de moins en moins. Et bah, il n'y a pas vraiment de numéro 9. Donc c'est clair. Donc pour l'instant, on va dire qu'avec l'effectif du Paris Saint-Germain, bah, en fait, tu peux pas vraiment faire un 4-3-3. Sauf si, je sais pas, hein, il récupère Icardi et que Icardi crève l'écran avec, euh, avec, euh, avec le Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique. C'est très possible. Mais sinon, effectivement, je pense pas qu'il ait l'effectif pour faire un 4-3-3. Pareil, trois milieux de terrain performants complémentaires avec des remplaçants, je pense pas qu'il les ait. Donc c'est pour ça que effectivement, a priori, je pense que Mbappé va être proche d'un numéro 9, d'un attaquant, qui va être celui qu'ils réussiront à recruter. Probablement que derrière lui, bah, si Verratti s'en va comme prévu, on verra, mais si Verratti s'en va, il est possible qu'il y ait, je sais pas, Oliveira en espèce de sentinelle, et puis ensuite les milieux relayeurs, c'est quand même pas génial au Paris Saint-Germain. Hein. Peut-être que Fabian Ruiz va se révéler avec Luis Enrique, mais sinon après, c'est pas non plus fantastique. Alors, il y aura toujours Neymar, bien entendu, hein, dans ce milieu, mais c'est pour ça que peut-être qu'en fait, un 4-2-3-1 serait peut-être... Enfin, je sais pas. Ouais, c'est possible qu'un 4-2-3-1 soit peut-être plus adapté, ou même un 4-4-2, peut-être. Un 4-4-2 avec un Mbappé attaquant. Le problème, c'est toujours Neymar sur un côté, c'est très compliqué. Ouais. Alors, à moins qu'il joue en 3-5-2, comme tu le dis, avec Neymar Mbappé devant. Ça, c'est possible. Hein. Ils peuvent faire ça et avec un milieu ultra resserré derrière, enfin très défensif derrière Mbappé et Neymar, avec deux pistons, donc Nuno Mendes et Hakimi, et puis trois défenseurs centraux. Mais même les trois défenseurs centraux, ils n'ont pas les remplaçants pour faire jouer, parce que en plus Ramos est parti. Kipembe, bon, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il va revenir. Ok, il y a Marquinhos, mais après, les défenseurs remplaçants, c'est pas terrible. En fait, le gros problème du Paris Saint-Germain, c'est aussi le banc. Hein, c'est qu'il y a absolument aucun remplaçant, et peu importe le système que tu veux utiliser, tu sais que tu pourras pas l'utiliser pendant 50, 60 matchs par saison. Et c'est ça l'objectif, c'est de jouer 50 ou 60 matchs par saison, c'est-à-dire d'aller en finale de coupe, d'aller en finale de Ligue des Champions, et de jouer le titre jusqu'à la dernière journée. Donc, et voilà, je ne sais pas exactement comment ils vont faire et je pense que ça dépendra vraiment du recrutement. Donc voilà. Bon, on verra en tous les cas. Mais Luis Enrique, je pense que c'est une bonne chose, mais ça peut péter à n'importe quel moment. Pourquoi ? Parce que effectivement, ouais, une saison avec un euro, c'est vrai, mais bon, je pense que Paris s'en fout. C'est la dernière saison d'Mbappé, à mon avis, ils vont les cramer, euro pas euro. Là, c'est le all-in en fait du projet Paris Saint-Germain, je pense, cette saison. Cette saison, c'est un peu le all-in du projet Paris Saint-Germain. C'est soit tu gagnes maintenant, soit tu gagneras plus jamais. Donc voilà. Mais bon, après, c'est ce que j'en pense. Hein. Mais on verra bien. Enrique, donc oui, effectivement, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être bien, mais il peut aussi péter un plomb et se barrer au bout d'un mois ou deux. Vraiment, c'est pas un truc à éluder. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de caractère et si ça va pas dans son sens, à un moment, il va se barrer, je pense. Donc on verra et ça, ce serait vraiment catastrophique pour l'image du Paris Saint-Germain parce que derrière, va retrouver un coach qui n'est pas, je sais pas, l'entraîneur de Lorient, quoi. Donc voilà, ça va être compliqué. Parlons un petit peu de l'OM. Faut que Nasser n'empiète pas sur le sportif et qu'il soit manager à la Wenger, Luis Enrique. Alors, que Nasser n'empiète pas sur le sportif, ça c'est sûr, puisque vraiment, il y comprend strictement rien. D'ailleurs, il comprend pas grand-chose à un club de foot. Ce serait déjà bien qu'il fasse autre chose, c'est-à-dire qu'il se remette à son job de base, c'est-à-dire le tennis.
Ce serait fantastique. Peut-être qu'en tennis, s'y connaît un peu mieux, je sais pas, mais en tous les cas, il était joueur pro quand même. Donc, va faire du tennis, laisse le football, voilà, ou alors soit juste un président représentant, on va dire, un petit peu de représentation, mais pas du tout un président qui prend des décisions. Laisse ça aux vrais sportifs, aux vrais footballeurs. Donc voilà, c'est tout, quoi. C'est ça que je pense. Après, Luis Enrique, en tant que directeur sportif, je suis pas sûr parce que, enfin, en tant que manager à l'anglaise, je suis pas sûr parce que dans les grands clubs, et moi, ça, je suis absolument d'accord, je l'ai encore entendu hier soir, je crois. Dans les grands clubs, pour moi, la direction sportive, elle doit être indépendante de l'entraîneur. Pourquoi ? Parce que les entraîneurs dans les grands clubs, ils tournent trop. Ça va trop vite, en fait. Ce qui fait que si c'est l'entraîneur qui fait les recrutements, etc., des entraîneurs, comme tu dis, comme Wenger au JCRM, il y en a, mais très peu, des entraîneurs qui restent plus de 20 ans dans leur poste, des Ferguson, des Wenger, je sais pas... Qu'est-ce qu'on peut citer encore? Enfin, il y en a très très peu. Hein. En réalité, ok, bon, à Nantes, on va citer Coco Ciodo ou des trucs comme ça, mais c'est super, ou Guillaume, mais c'est super rare. Ce qui fait qu'en fait, quand un entraîneur fait le recrutement, on regarde Rudy Garcia, par exemple, à l'OM, hein, vu que je sais que tu as un œil particulier sur l'OM. Rudy Garcia à l'OM, ses recrutements un petit peu n'importe comment, là, où il avait demandé... comment il s'appelait ce joueur hollandais là, qui venait de la Roma. Ah là là, j'ai perdu son nom. Bon bref, ils l'ont traîné comme un Strootman. Voilà, merci. Ils l'ont traîné comme un boulet parce qu'il avait un salaire stratosphérique pour rien en fait. Je pense que les recrutements doivent se faire en accord, on va dire, avec un projet sportif de l'entraîneur, mais il faut que ce soit les clubs qui les recrutent. Pourquoi ? Parce que ça reste des joueurs du club. L'entraîneur, il va partir un jour, et il ne faut pas que le joueur se dise « Ah ouais, mais moi j'ai été recruté par... je sais pas, je pense... C'est typiquement les recrutements du style M. Villa à Saint-Étienne par l'ancien adjoint de Laurent Blanc, Gasset. Ces joueurs-là, en fait, sont venus pour Gasset. Dès que Gasset s'en va, bah, en fait, ils se disent « Mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Et c'est ça le gros souci. C'est pour ça que dans les grands clubs comme le Real, comme le Barça, comme, je sais pas, en l'occurrence, bon, Manchester City, c'est un petit peu particulier, mais à cause de Guardiola. Mais je sais pas, même... Je vais prendre l'Inter, par exemple, ou des choses comme ça. C'est pas Simone Inzaghi qui décide des recrutements. C'est pas ça. C'est la direction sportive qui décide des recrutements en fonction du jeu que pourrait être amené à produire Simone Inzaghi et la direction sportive qu'ils veulent prendre à 3 à 5 ans. Et c'est ça le truc en fait. Tu peux pas avoir une vision à court-termiste et te dire je vais laisser mon entraîneur être manager et tout, mais dans 6 mois tu peux le virer parce qu'il fait 3 défaites. Donc derrière tous ces joueurs là qu'il a recrutés pour on sait pas trop quoi, en fait c'est mort quoi. Donc voilà un petit peu pourquoi moi je suis pas trop pour, surtout dans les grands clubs. Dans les petits clubs encore c'est différent parce que dans les petits clubs, les entraîneurs ont tendance à rester un petit peu plus longtemps. D'accord, tu as quand même beaucoup moins de pression à Lorient. Je prends Lorient, mais je pourrais prendre n'importe quel club, style Reims, un truc comme ça. Tant que t'es pas relégué, généralement ils te laissent là et tu peux rester une bonne dizaine d'années comme ça. On peut prendre Gourcuff par exemple à Lorient qui n'a jamais bougé pendant un certain temps parce qu'il y a peu de pression en fait. Il n'y a pas grand-chose, on t'attend pas sur des résultats ou d'autres. Donc là, peut-être que tu peux lui donner un petit peu plus de latitude sur la direction sportive. Mais dans les grands clubs, ça tourne, tu le sais. Hein, je veux dire, regarde Nagelsmann, hein, 2 défaites, le gars il se fait dégager. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. À Sion, la durée de vie d'un coach n'est que de 2 semaines. Absolument. Donc imagine, tu les laisses prendre des décisions sportives à Sion. Tu peux pas. Donc voilà. Voilà, moi c'est pour ça que le gros problème, c'est juste que ce qu'ils ont fait là, le Paris Saint-Germain, je vais continuer avec ça, hein, tant pis, on prendra du temps là-dessus, et c'est très très bien, c'est très intéressant. Ce qu'ils ont fait le Paris Saint-Germain, c'est commencer le recrutement avant même de connaître l'identité de l'entraîneur. Donc, il y a une limite entre je donne les clés du sportif 100% à un entraîneur et je le nomme manager général, et en même temps, je recrute un entraîneur après avoir fait déjà 3-4 recrutements majeurs, hein, parce que les Asensio, le joueur du Sporting Portugal, etc., c'est des joueurs qui vont être déterminants dans le futur du projet de jeu du Paris Saint-Germain, et ils n'ont pas attendu d'avoir l'entraîneur pour savoir quel est le type de jeu. Ugarte, oui. Oui, c'est pas encore officiel, parce qu'officiellement, le marché des transferts est pas ouvert. Sauf pour les gens qui n'ont plus de contrat, je crois.
Donc oui, officiellement non, mais bon, voilà, c'est un petit peu comme je sais pas, Nkunku à Chelsea, des trucs comme ça. Rien n'est officiel, mais on sait que ça va arriver. Donc voilà, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, moi je trouve. Alors, il faut quand même que quand tu veux orienter ton recrutement, tu vois avec ton entraîneur pour savoir si au milieu de terrain, il va jouer à 2 ou à 3, à 4, si il a besoin de quelqu'un qui récupère beaucoup des ballons, un box-to-box, quelqu'un qui reste plutôt à sa place, je sais pas, des milieux offensifs qui sont plutôt faux pieds, qui centrent plutôt, est-ce qu'il veut un numéro 9 qui est un joueur de surface, est-ce qu'il veut un 9,5, etc. Bref, il y a plein de choses que tu peux lui demander avant de commencer à te lancer dans le marché des transferts. Et là, Paris, encore une fois, pour une énième fois, a une politique sportive qui est complètement à l'envers. Et c'est ça le problème. Campos, pas Campos, c'est la même chose. De toute façon, Campos, la seule chose qu'il essaye de faire, c'est caser des joueurs de Mendes et prendre 30% au passage. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est pas compliqué, c'est pas un directeur sportif, lui, c'est juste un... T'as l'impression que c'est les frais bancaires, Campos. Tu sais pas pourquoi tu prends des frais bancaires, ils font travailler ton argent, mais tu prends quand même des frais bancaires. Bah, c'est exactement la même chose. Campos, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Bref. Voilà un petit peu pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. On va enchaîner sur Fonseca et l'OM. A priori, c'est l'option numéro 1. Et franchement, ce serait, moi, je trouve, une super opportunité. Fonseca est un entraîneur qui fait très très bien jouer ses équipes. Je pense que Lille a été une des équipes les plus belles à avoir joué du championnat de France. Ce qu'il a fait avec le Shakhtar, c'était très bien. Avec la Roma, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais il y a eu des séquences qui étaient très très bonnes. Et je pense qu'avec l'effectif de Marseille et les compétitions qu'il a jouées, c'est-à-dire la Ligue des Champions potentiellement, espérons, hein, c'est pas sûr ça, parce que encore une fois, ça fait très longtemps qu'un club français n'a pas passé les qualifications pour la Ligue des Champions. C'est malheureusement la dernière année, mais voilà, c'est pas sûr. N'importe quelle équipe tchèque peut les taper, hein, n'importe comment. Et c'est vrai que voilà, Fonseca, je pense que c'est vraiment une super idée, si c'est vraiment sûr. Alors pour moi, le nouveau coach de Marseille est déjà là et n'a pas été divulgué par la presse et bosse déjà sur le mercato. Je pense aussi, ouais, absolument. Mais toi, tu penses pas que c'est Fonseca? Tu penses que ça va être quelqu'un d'autre? Ou alors tu penses que c'est Fonseca et qu'il bosse déjà sur le mercato, ce qui est très possible, hein. Parce que le problème, c'est juste qu'il faut qu'il fasse un transfert avec Lille parce qu'il est sous contrat avec Lille. C'est pas des transferts mirifiques. Les entraîneurs, généralement, c'est juste le salaire de l'année de contrat, quoi. Ou des 2 années de contrat qui restent. Donc, voilà. Bon. En tous les cas, si c'est Fonseca, et ça a l'air d'être ça, ce serait franchement une super nouvelle, moi, je trouve. Non, pas Fonseca, Trompliquet à le faire partir. Ah ouais? Bon, bah écoute, on verra. C'est dommage parce que je pense que ce serait l'entraîneur idoine, c'est-à-dire un entraîneur comme les aime Marseille, c'est-à-dire un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Je pense que c'est un entraîneur aussi qui a eu beaucoup d'expérience maintenant et qui a ce qu'il faut pour absorber toute la débauche d'énergie que demande l'entraîneur de l'OM, pardon. Et donc voilà, donc je pense qu'en plus, on s'amuserait beaucoup à avoir l'OM de Fonseca. Ça parle beaucoup de Marcelinho aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais... Alors, c'est les deux têtes de gondole. Effectivement, Marcelinho, ils ont des très bons rapports avec le président de l'OM. J'ai un problème avec les noms ce soir. Désolé, mais vous voyez à peu près de qui je parle. Donc voilà. Ils ont de très très avec Longoria, voilà, merci. Ils ont de très très bons rapports avec le président de l'OM. Donc c'est plutôt c'est possible. Et puis Marcelinho a fait du très très bon boulot au FC Valence avant d'être viré de façon rocambolesque par Peter Lim, mais bon, bref, ça c'est un autre problème. Donc oui, je pense que Marcelinho serait pas mal, mais moi je suis plus emballé par Fonseca et son jeu très très enlevé. Donc voilà, vraiment c'est un truc qui me plairait beaucoup. On verra bien, mais ce serait bien que ça arrive assez tôt là, dans l'intersaison, courant du mois de juin en tous les cas, pour qu'il ait le temps de bien vivre la préparation, d'avoir peut-être aussi sa patte sur le recrutement un petit peu. Pareil, alors encore une fois, hein, Longoria fait très très bien son travail. Il faut juste qu'il sache avec quel entraîneur travailler. Donc lui, il n'y a rien à lui demander.
connaît le football, il sait exactement ce qu'il faut à quel entraîneur, etc. Ça, en tous les cas, t'en es sûr avec lui. C'est vraiment un magicien, hein, El Mago, comme on l'appelle. Donc voilà, franchement, ce serait top. Fonseca ou Marcelinho. En tous les cas, si c'est l'un ou l'autre, je pense que Marseille est bien barré dans cette saison. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, on va revenir sur la petite nouvelle Ancelotti. Ancelotti donc a signé a priori un contrat avec le Brésil. Je reviens tout de suite à ton hors-sujet après au GCRM. Donc Ancelotti a signé un contrat avec l'équipe nationale du Brésil pour 2024. Donc il va terminer son année de contrat peut-être au Real, hein, parce que au Real tu sais que tu es sur un siège éjectable, hein, tout est possible. Et ensuite, il ira entraîner la Seleção. Donc, franchement, une fin en apothéose pour Ancelotti s'il devient sélectionneur du Brésil. C'est extraordinaire quand même. Donc voilà, franchement, je pense que c'est bien que ça se termine comme ça. S'il arrive à terminer sa carrière au Real d'entraîneur de club, et ensuite de terminer sa carrière d'entraîneur tout court avec le Brésil, honnêtement, je pense qu'on peut considérer que c'est le meilleur entraîneur de tous les temps, honnêtement. Et s'il nous gagne un petit truc avec le Real avant de partir, et s'il gagne un truc avec le Brésil, je pense que là, il met un point final, c'est la petite cerise sur le gâteau. Carleto devient officiellement le meilleur entraîneur de tous les temps, je pense. Enfin, je vois pas qui pourrait discuter ça, ça me semble un petit peu bizarre. Je me permets un petit hors-sujet, le cas Courtois en Belgique, un avis si tu connais l'histoire. Non, alors je connais pas l'histoire. Alors ouais, comme je te l'ai dit, je suis très très peu le football international. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'étais en direct d'Édimbourg dans des positions un petit peu bizarres pour des questions techniques. Donc j'ai pas trop suivi le foot et encore moins le foot international la semaine dernière. Je me suis rattrapé ce week-end, bien sûr, mais non, j'ai pas vu les histoires de Courtois, je sais pas. Voilà. Courtois, de toute façon, lui, il a un certain talent pour ça, donc voilà. Je suis hypé par ça, pourtant pas fan du Brésil, mais hâte de voir ça. Ancelotti avec les stars du Brésil, ça peut faire un truc de fou. Effectivement, je pense qu'il peut vraiment les mobiliser autour d'un projet de dingue. Après, Ancelotti, c'est quelqu'un qui a d'habitude ses équipes 7 jours sur 7 avec lui et qui infuse dans le groupe pour leur donner confiance, pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils jouent. Là, quand tu les as 8-10 fois par an, sur des périodes très très courtes, 3 ou 4 fois par an, c'est compliqué. Je sais pas dans quelle mesure il va réussir à instiller et instiller son calme, sa sérénité, sa confiance, etc. à cette équipe du Brésil. Faut voir. Mais en tous les cas, franchement, c'est triste pour le Brésil, hein, je l'avais déjà dit ici, parce que c'est quand même bizarre qu'un pays de foot comme ça n'arrive pas à trouver un sélectionneur. Et en même temps, c'est top parce que j'ai envie de voir, effectivement, comme toi, ce que va donner le Brésil et tous ces talents offensifs avec Ancelotti. Alors, il faut aussi savoir quand même que Ancelotti n'a jamais été un entraîneur considéré comme un entraîneur offensif, hein. C'est un entraîneur pragmatique, lui. Il joue avec ce qu'il a et on verra bien ce que ça donne. Mais il aime beaucoup l'équilibre dans ses équipes. Il y a jamais, c'est pas des équipes en déséquilibre, les équipes d'Ancelotti. C'est des équipes qui maîtrisent la situation généralement. Donc voilà. Thibaut Courtois est dans la tourmente alors que le portier du Real Madrid a quitté le rassemblement de la Belgique. Le gardien belge n'aurait pas accepté la décision de son entraîneur de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku en l'absence de Kevin De Bruyne. Ah ok, ouais, bon, alors ça c'est des... Alors, de toute façon, la sélection belge, je vais te dire, entre l'histoire Courtois-De Bruyne et les femmes volées, bref, c'est un petit peu... Il y a vraiment des ambiances cheloues dans cette équipe de Belgique, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont rien gagné finalement. Donc voilà, je pense que s'ils avaient eu une cohésion bien meilleure, avec des gens beaucoup plus motivés par le travail, hein, parce que je pense à Eden Hazard qui fanfaronne là en conférence de presse à dire en même temps ça fait 2-3 ans que je suis au repos, mais enfin ouais, mais parce que tu travailles pas en fait, c'est pas compliqué, t'es blessé, pourquoi? Parce que tu fais n'importe quoi en dehors du foot, et ensuite tu travailles pas, donc c'est pour ça que depuis 2-3 ans tu joues pas au Real alors que tu leur as coûté 110 millions, donc voilà, moi ça me ferait pas marrer, hein, je fais pas des blagues là-dessus, enfin honnêtement je serais catastrophé de moi-même, mais bon.
Ouais, dommage, belle nation qui s'aborde elle-même. Le problème, c'est qu'ils ont raté vraiment la fenêtre, hein. Ils avaient une génération pour tout gagner en 5, 6, 7 ans. Et résultat, ils n'ont rien gagné. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est le Grand Prix du Somme. C'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, c'est dommage parce qu'ils avaient une vraie belle génération. Mais déjà, là, en 2022, c'était mort. En 2018, c'était la dernière fenêtre. Ils auraient certainement dû battre la France. Et finalement, il avait raison sur l'ensemble du match. Mais ça change pas que ils n'ont pas gagné. donc voilà quoi. Donc effectivement, c'est dommage. Voilà un petit peu pour Ancelotti. Alors on va terminer gentiment avec le mercato pour l'instant. Donc effectivement, ce qui agite le mercato, c'est est-ce que Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain? Je pense que c'est une non-question. Kylian Mbappé a trop à gagner financièrement à rester au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier je crois qu'il a un salaire de 80 millions d'euros par an, tout compris, prime de je sais pas quoi, etc. Donc voilà, la seule chose qu'il a fait, c'est signifier par courrier qu'il n'allait pas utiliser la 3e année optionnelle qu'il avait dans son contrat. Bon, voilà, rien de spécial. C'est sa manière à lui de mettre la pression sur le club. Je pense que c'est pour ça que je disais que c'était un peu la dernière fenêtre de tir possible pour le Paris Saint-Germain. C'est soit il gagne la Ligue des Champions cette année avec Kylian Mbappé, et là, peut-être que Kylian repartira peut-être sur un nouveau cycle avec le Paris Saint-Germain en se disant j'arrive à gagner avec le Paris Saint-Germain et effectivement donc on y va, je reste là, ce sera mon club de cœur jusqu'à la fin de ma carrière, ou alors il se repasse la même chose qui s'est passé toutes les années précédentes, c'est-à-dire c'est une gabegie absolue. Et à ce moment-là, il s'en ira à la fin de son contrat gratuitement. Il signera où il voudra, à Manchester United, au Real, au Barça, je sais pas où, à Manchester City, à l'OM. Voilà, on verra bien. Bien sûr, je rigole avec City et l'OM, mais donc voilà. Donc effectivement, je pense que c'est normal. Si j'avais été à sa place dans la situation actuelle, j'aurais fait exactement la même chose. Il a 2 ans de contrat, il va pas partir l'année précédant l'Euro. Alors lui, il risque pas sa sélection, hein, mais c'est vrai que si tu peux être un peu tranquille dans tes habitudes, etc., c'est pas plus mal. Donc voilà, moi je trouve que c'est une décision normale. Et Paris, ça leur met une pression énorme pour absolument être performant dans le recrutement, dans l'entraîneur, etc., les performances cette année. Parce que sinon, derrière, voilà, il n'y a plus rien, ils perdent l'argent de Mbappé et c'est fini en fait. Enfin, c'est pas fini, mais en tous les cas, je pense que le projet, ils n'auront plus jamais une superstar au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense pas. Tous en Arabie Saoudite, le mercato. Ouais, l'Arabie Saoudite, ils font les fonds de tiroir de tous les vieux qui jouent plus trop. Bon, c'est pas non plus. Ça casse pas 3 pattes à un canard pour l'instant. Est-ce qu'un jour ils en feront une vraie ligue? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour plein de raisons, mais bref, on verra bien. On verra. Surtout, personne ne va bouger pour Mbappé. Le club peut l'avoir gratuit, qui va être assez bête pour le prendre maintenant. Alors, je cite très fréquemment cette phrase de Florentino Pérez, mais c'est important de l'avoir en tête parce que c'est réel. Un jour, Valdano, donc je vous l'ai déjà dit dans Buonasera Calcio, mais c'est très intéressant. Un jour, Valdano arrive avec un joueur, je me souviens plus lequel c'était, il va voir Florentino Pérez en disant ce joueur-là, il est exceptionnel. Valdano, c'était l'ancien directeur sportif, directeur technique du Real, on va dire. Il lui dit ce joueur-là, il est exceptionnel. Si on l'achète maintenant, on peut l'avoir pas cher. Si on attend 1 an ou 2, on va le payer 100 millions. Ou 60 à l'époque, je sais plus, un truc comme ça. Et Florentino Pérez le regarde et lui dit alors à ce moment-là, reviens quand il en vendra 60. Pourquoi? Parce que au Real, c'est eux qui ont inventé les super transferts, d'accord? Tous les transferts complètement délirants qu'on voit à l'heure actuelle, c'est une invention du Real lors de la fameuse période galactique. Ils ont fait péter tous les records. Chaque année, ils pétaient un record. Enfin bref, c'était la fête. Et effectivement, le Real a besoin de ça pour ses socios. Il faut savoir que le Real est une institution politique, on va dire, vu que le président qui représente les socios est élu. Donc, si tu veux continuer à être élu, il faut leur ramener des stars. Tu ramènes pas des stars que tu as trouvées à Guingamp pour 35 euros. C'est pas la politique du club. Alors,
le Real a freiné un peu a freiné un petit peu la voilure avec le fait qu'ils avaient les travaux à Bernabeu, etc. Mais là, ça y est, ils sont repartis, hein, comme tu dis, les 103 millions pour Bellingham, c'est pas mal, absolument. Et s'ils veulent recruter Kylian Mbappé 220 millions, ils le recruteront 220 millions. Parce que, en fait, ça fait partie de la politique du Real. Le Real rayonne dans le monde parce qu'ils ont aussi des transferts à plus de 100 millions d'euros. Donc ils savent que c'est pas seulement le Real doit montrer à tout le monde que c'est encore le plus grand club du monde et qu'ils peuvent se payer qui ils veulent. C'est aussi ça l'enjeu, c'est dire ok, il y a des États en face de moi, mais moi je suis le Real, moi je peux me payer Kylian Mbappé demain si j'ai envie. 220 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, j'en ai rien à foutre. Comme ils l'ont fait pour Eden Hazard. 110 millions à un an de son contrat, c'était complètement débile. Bon, alors en plus, quand on voit le résultat, c'était même plus débile, c'était n'importe quoi. Mais on n'en parle même pas au Real. Si t'étais le Paris Saint-Germain ou je sais pas l'OM, mais on aurait fait un scandale sur ce transfert. Au Real, c'est une non-question. Oui, c'est un flop. Tac, mais il passe à autre chose en fait. Il passe à autre chose parce qu'à côté de ça, ils gagnent des Ligues des Champions, ils ont des gars qui gagnent les Ballons d'Or, etc. Ils ont dépensé 110 millions dans le vent. Mais comme ils l'avaient fait pour Michael Owen à l'époque, par exemple, 60 millions pour Jovic, absolument. 60 millions pour Jovic, tu as tout à fait raison au JCRM. 60 millions pour Jovic, si ça se passe au Paris Saint-Germain, mais c'est un tollé général, Jovic. Donc, au Real, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas parce que dépenser 60 millions, 100 millions, 200 millions, c'est quelque chose de normal. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas réussir à chaque fois, mais les dépenser, cet argent-là, fait rayonner l'image du Real à travers le monde. Et ça, ça a beaucoup plus de valeur que ce que finalement le joueur va te rapporter. Alors attention, il ne faut pas que ce soit que des flops. Hein, et ils sont très très loin de faire que des flops. Hein, quand ils recrutent Vinicius, 40 millions alors qu'il a 16 ans, ou Rodrigo, pareil, à peu près 40 ou 45 millions alors qu'il a 16 ans, bah, quand tu vois ce qu'il donne maintenant, bon, bah, tu te dis, ça, c'est pas des flops, par exemple. Ou Kylian Mbappé, quand il le recrute en 2009, il le paye très cher. Mais quand tu vois le retour sur investissement, il est extraordinaire, etc. Donc, voilà. Tout n'est pas un flop, mais il y a quand même des sacrés flops au Real, et on n'en parle pas, parce qu'on est là pour faire claquer l'image, en fait, du Real. Donc voilà. Benzema plutôt, pas Mbappé. Je comprends pas. Mais bon. Ah, pardon. Donc, toi, Mbappé au Real cette saison, tu y crois pas? Non. Effectivement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que le Real va. Ça sent bien le Vlahovic ou un truc dans le genre. La Juve a besoin de vendre. Ils doivent trouver 140 millions. D'après ce que j'ai lu. Alors, bon, les informations des journaux italiens, c'est toujours un peu. Ça dépend qui l'écrit. En l'occurrence, le président du Torino, parce que c'est important. Ah oui, Mbappé au Real en 2009. Très belle merguez. Oui, donc, Benzema au Real en 2009, absolument. Tu as tout à fait raison. Donc, je reviens à mes journaux italiens. Le propriétaire des journaux italiens, les plus grands journaux italiens de sport, comme la Gazzetta dello Sport en particulier, sont propriétaires de Queiro, qui est le président du Torino. Donc, très souvent, il y a de la désinformation au sujet de la Juve. Exactement comme dans Tuttosport, qui est lui un espèce de fanzine de la Juve, il y a de la désinformation dans la Juve, au sujet de la Juve. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir des vraies informations dans les journaux italiens sur la Juve, parce qu'il y a deux courants qui s'opposent. C'est soit des gens qui racontent n'importe quoi pour aller dans le sens de la Juve, comme Tuttosport, ou soit des gens qui essayent de détruire un peu la Juve, comme tous les journaux et magazines de Queiro. Donc voilà. Et des fois, Queiro, ce qui est marrant, c'est qu'il utilise, parce qu'il est aussi propriétaire de Marca en Espagne, et il utilise Marca en Espagne pour dire des choses négatives sur la Juve en Italie, en se disant, vu que je passe par Marca, les gens vont pas se dire que c'est parce que c'est un journal italien qui essaye d'en vouloir à la Juve. Enfin bref, c'est lunaire, mais voilà, ça existe. Donc voilà un petit peu la situation. Non, en tous les cas, Mbappé au Real, cette année, j'y crois pas. Et je sens bien un Vlahovic, parce que Vlahovic serait parfait pour le Real, en fait, très honnêtement. Moi, c'est ce que je ferais. Si j'étais eux, j'achèterais Vlahovic, 100 millions aussi, pareil, comme Bellingham. Là, tu as deux joueurs de super avenir.
Et tu as un super milieu de terrain, un super numéro 9. Tu as dépensé 200 millions comme si tu avais acheté Mbappé, pardon. Et en l'occurrence, tu as deux joueurs qui viennent renforcer le club au lieu d'avoir un seul joueur qui vient renforcer le club pour le même prix. Donc voilà, moi je pense que ce serait le bon move. Ils ont qu'à prendre Léao au Real. Ouais, alors Léao il vient de re-signer, donc c'est pas pour partir au Real maintenant. Mais moi demain ils arrivent, ils me disent j'ai 180 millions, j'achète Léao, mais prends Léao. Hein. C'est avec 180 millions, on refait une équipe à Milan. Hein. Donc il n'y a aucun souci. Moi ça me dérange pas. Léao c'est pas non plus Dieu sur terre. Hein. Il est très très fort. Je suis très content qu'il ait re-signé au Milan. Et il est vraiment très très fort. Les gens qui n'ont pas encore compris ça, c'est qu'ils ne regardent pas la Serie A, mais il est extraordinaire. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, ça ne me dérange pas qu'ils prennent les AO 180 ou 150 millions, hein, parce que derrière, tu fais une équipe au Milan. Pour rester sérieux, si je suis le Real, je prends Osimhen. Oui, c'est vrai, Osimhen, mais je trouve que Vlahovic, en fait, le truc, et il faut savoir aussi que le Real, ils ont une image à respecter. Ils ont une image de marque, le Real, à respecter. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais au Real, ton image de joueur, celle que tu renvoies, on va dire ta plastique, pour pas être trop précis ou discriminant, ta plastique est importante. Et Vlahovic, il va très très bien dans la plastique du Real. Ça raconte une belle histoire. Après, attention, hein, je dis pas qu'Osimhen est moche, hein, c'est pas ça. Osimhen, il a son style et tout va bien. Juste qu'Osimhen, il touche une plus petite partie, il n'est pas européen. C'est très compliqué pour des joueurs africains de s'imposer dans des très gros clubs. Il faut vraiment être super super fort. Pourquoi ? Parce que en fait, le potentiel des gens qui vont acheter ton maillot est plus grand quand tu es européen. C'est dramatique ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Les clubs et même les équipementiers vont plus miser ou pousser pour des transferts de pays dans lesquels c'est bankable plutôt que dans des pays où... voilà. Alors le Nigeria est un pays qui a énormément d'habitants, d'accord ? Mais on est bien d'accord que comment dirais-je, le pouvoir d'achat au Nigeria est quand même relativement limité par rapport à ce que ça peut être dans des pays européens. Donc voilà, et c'est pour ça qu'un joueur brésilien vaudra toujours plus cher, par exemple, qu'un joueur, je sais pas, africain. Parce que effectivement, en l'occurrence, le Brésil est un pays de 285 ou 380 millions d'habitants, et c'est bankable. Un joueur brésilien, tout le monde les aime, c'est comme ça, même les Européens adorent ça. Donc effectivement, tu as raison. Le trio Rodrigo, Vini, Osimhen, ce serait génial, et je suis tout à fait d'accord avec toi, au niveau technique. Je dis juste que le Real fait rarement ce genre de choix. Donc voilà, j'incrimine pas le Real, je dis juste que le Real a des objectifs très très clairs quant au marketing. Donc il rigole pas avec ça. Le dernier Africain au Real, c'est Essien, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Probablement, c'est vrai que souvent ils ont eu des milieux de terrain dans les années 2000 africains. Ils ont eu très rarement des attaquants africains, sans vouloir, voilà. Mais c'est très très rare. Même Eto'o, ça s'est pas bien passé et finalement il était obligé de partir à Majorque, puis ensuite au Barça et se venger un petit peu du Real au Barça. Donc voilà. Donc je sais pas, ce serait surprenant qu'ils prennent Osimhen. Je pense en revanche que encore une fois, attention, hein, ce que je dis sur le Real, ça n'a rien à voir avec la couleur. Hein. Attention, c'est du marketing. Parce que comme tu vois bien que Vinicius, c'est pas un problème pour le Real qui joue au Real. C'est pas le problème, la couleur. Hein. Attention, hein, je parle pas de ça. Hein. Je parle juste du fait que tu sois bankable et le marché que tu vas toucher. C'est très important pour le Real. Donc voilà. Et en plus, si tu peux être beau gosse, c'est parfait. C'est à un moment donné, pour jouer au Real Madrid, il fallait avoir posé et fait des photos. Hein. Ils prenaient quasi pas de joueurs moches. Enfin, tu avais Arbeloa, oui, c'est ça. 2-3 joueurs comme ça qui n'étaient pas non plus super. Voilà, Modric par exemple, mais c'est parce qu'il est ultra fort. Donc voilà. Zidane, oui, bon, bah non, pas Zidane. Mais Zidane, il avait la classe, de ouf. Donc voilà. Mais bon, voilà un petit peu sur mes réflexions quant au marketing du Real. Voilà. Et puis, donc on va terminer avec ça, et puis on va passer au Ballon d'Or. Je voulais juste vous dire que malheureusement, Erling Haaland, je prédis qu'il ne sera pas Ballon d'Or. Pourquoi ? Parce que Erling Haaland a failli dans la dernière ligne droite
du championnat d'Angleterre et de la Ligue des Champions. Il a été inexistant entre le quart, la demi et la finale de Ligue des Champions. Et sur les derniers matchs de championnat d'Angleterre, il n'a pas non plus été décisif. Il a vraiment marqué le pas en fin de saison. C'est dommage, parce que c'est là que tu fais la différence. Il aurait pu la faire, hein. Je pense que s'il avait marqué un doublé en finale, décisif en quart, en demi et tout, ça l'aurait fait. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc voilà. Salgado. Jacques Lafritte, salut. Et il nous parle de Salgado, Jacques Lafritte. C'est vrai que Salgado n'était pas... n'était pas terrible non plus. Donc voilà. Messi, malheureusement, sera le ballon d'or, on le sait tous, c'est acté, absolument. Jacques Lafritte, je suis d'accord. Salgado, pas terrible. Mais voilà, tu vois. Après, c'est pas une question de... Roberto Carlos, par exemple, il avait sa propre esthétique, on va dire. Mais Roberto Carlos, voilà, il était bankable, quoi. C'est un Brésilien, une frappe de mule, il avait une personnalité, comme Marcelinho, un petit peu. Marcelinho, il y a des jours c'est un beau gosse, il y a des jours c'est Fabrice Eboué, hein. Donc voilà, bon, mais c'est, tu vois, voilà, il y a des jours avec et des jours sans pour Marcelinho. Donc voilà. Marcelinho, pardon, Marcelo. Je suis désolé, ce soir c'est vraiment la fête des noms. Donc voilà. Bon, écoutez, on va terminer sur ça, sur cette analyse fantastique sur la plastique de Salgado. Et puis bah, on va se retrouver lundi prochain, certainement pour de nouvelles dingueries, peut-être des confirmations de transferts, d'entraîneurs, de joueurs, etc. Donc ça va être très intéressant. Vous m'en voudrez pas, je parlerai pas de Ligue des Nations, parce que vraiment, on s'en fout. Enfin, pardon, je suis désolé. Peut-être, je veux pas heurter vos oreilles. Moi, je m'en fous. Donc voilà. Donc je n'en parle pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais vous parler de plein d'autres choses en revanche. Et puis voilà. Et puis petit à petit, comme je vous l'ai dit, on va certainement aborder des sujets transversaux dans le foot. Peut-être de la tactique, peut-être de la comment dirais-je, de la géopolitique, de la sociologie. Bref, on va essayer d'aborder des sujets un petit peu différents de ce qu'on fait toute la saison. Voilà. Merci encore d'avoir été là dans les commentaires. Merci encore d'avoir regardé ce stream Twitch, ou bien de l'avoir regardé sur YouTube en différé, ou bien encore de l'écouter en podcast. Merci bien. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me contacter si justement vous voulez aborder un sujet en particulier. Voilà, merci beaucoup, et puis à très bientôt, à lundi. Ciao les gars, ciao.